Le sang goûtait encore de la lame lorsque les cris cessèrent brusquement sur la place de la Révolution. Nous étions le 15 juillet 1794 et l'odeur métallique du fer, mêlée à la sueur et à l'urine de la foule, formait un parfum nauséabond qui imprégnait les pavés irréguliers de la place. Parmi les spectateurs qui applaudissaient frénétiquement, peu savaient qu'ils venaient d'assister non seulement à une exécution de plus sous la terreur, mais à la fin brutale d'une histoire qui avait commencé par un simple morceau de pain volé et s'était achevé par la tête d'un enfant roulant dans le panier en osier ensanglanté. Jean-Baptiste Moreau n'avait que 13 ans lorsque ses doigts maigres et crasseux se refermèrent pour la première fois autour de ce pain encore chaud à la boulangerie de la rue Saint-Antoine. L'hiver 1792 mordait Paris de ses crocs glacés et les rues couvertes de boue gelée résonnaient des pas pressés d'une population affamée qui marchait courbée contre le vent perçant. Jean-Baptiste ne différait pas des centaines d'autres enfants orphelins qui erraient dans les ruelles nauséabondes de la capitale, avec des yeux trop creusés pour leur âge et des côtes dessinées sous la peau pâle comme des barreaux de prison. Mais il y avait quelque chose dans son regard, une froideur calculée qui n'appartenait pas à ce visage enfantin, et qui faisait détourner le regard des adultes lorsqu'ils le croisaient, rôdant dans l'ombre des marchés. Ce décembre, glacial, lorsqu'il vola son premier pain, Jean-Baptiste découvrit quelque chose qui changerait à jamais le cours de sa brève existence. Il ne ressentait aucun remords. Tandis que d'autres gamins des rues pleuraient de culpabilité après leur petit larcin, lui mastiquait méthodiquement chaque miette, savourant non seulement la nourriture, mais aussi le sentiment de pouvoir qui accompagnait l'acte de prendre ce qu'il voulait. Les yeux du boulanger, agrandis par la surprise et la colère, s'étaient gravés dans sa mémoire, non pas comme une image de honte, mais comme un trophée de sa première victoire contre un monde qui lui refusait tout. La transformation fut progressive, presque imperceptible au début. Jean-Baptiste commença à observer les passants avec la même attention glaciale qu'un chat porte à un rat blessé. Il apprit à déchiffrer les signes, quel marchand gardait ses pièces dans la poche gauche, quelle femme portait des bijoux cachés sous son châle, quel enfant plus petit pourrait être intimidé pour céder ses trouvailles. Ses vols devinrent plus audacieux, plus calculés. Le garçon maigre et apparemment inoffensif développa un réseau d'informateurs parmi les autres orphelins, leur promettant protection en échange d'informations sur des cibles valables. Lorsqu'un d'eux le trahissait ou devenait simplement gênant, Jean-Baptiste trouvait des manières créatives de se débarrasser du problème. Ce fut au début de 1793, alors que Paris bouillonnait du sang des aristocrates et que l'air sentait constamment la poudre et la panique, que Jean-Baptiste commit son premier meurtre. La victime fut Pierre, un garçon de 9 ans à peine qui avait découvert la cachette où Jean-Baptiste gardait ses trésors volés. Le corps fut retrouvé 3 jours plus tard dans la Seine, avec d'étranges marques au cou que les enquêteurs attribuèrent aux rats du fleuve. Mais d'autres gamins des rues murmurèrent des récits différents dans les ruelles sombres, racontant comment Jean-Baptiste avait suivi Pierre jusqu'au quai cette nuit-là, et comment un seul était revenu. La ville en flammes offrait la couverture parfaite pour ses activités. Tandis que la guillotine travaillait sans relâche sur la place de la Révolution, fauchant mécaniquement les têtes de nobles et de bourgeois, Jean-Baptiste construisait son propre royaume de terreur dans les rues étroites et nauséabondes du quartier Saint-Antoine. Il ne tuait pas par plaisir, cela aurait été inefficace. Il tuait par nécessité, par convenance, selon une logique froide qui traitait les vies humaines comme des obstacles à éliminer. Ses méthodes étaient toujours discrètes. Un coup de couteau rapide entre les côtes pendant une bagarre apparemment anodine, une poussée accidentelle depuis un pont élevé, du poison dérobé chez un apothicaire et mélangé à l'eau ou à la nourriture de la victime. Ce qui rendait Jean-Baptiste véritablement terrifiant n'était pas sa violence, mais sa capacité à maintenir une façade d'innocence enfantine. Il avait perfectionné l'art de pleurer sur commande, de faire briller ses yeux bleus de larmes factices tout en mentant aux autorités sur son âge, ses origines, ses intentions.
Lorsqu'on l'interrogeait sur la disparition d'autres enfants, il parvenait à produire une expression de confusion si authentique que même les enquêteurs les plus expérimentés se convainquaient de son innocence. Sa voix ne trahissait jamais la moindre émotion lorsqu'il mentait, gardant toujours ce timbre aigu et hésitant propre à un enfant apeuré. Pendant l'apogée de la terreur, entre 1793 et 1794, Jean-Baptiste étendit ses opérations. Il ne travaillait plus seul, mais commandait une petite bande de garçons orphelins qu'il avait recrutés dans les rues. Certains venaient de leur plein gré, attirés par la promesse de nourriture et de protection. D'autres étaient contraints par une combinaison de violences psychologiques et physiques que Jean-Baptiste appliquait avec la précision d'un artisan chevronné. Il savait exactement quelle dose de pression exercer pour briser la résistance d'un enfant sans détruire complètement son utilité. Ses subordonnés apprirent vite les règles du jeu. La désobéissance était punie d'une cruauté calculée qui laissait des marques non seulement sur le corps, mais aussi sur l'âme. Jean-Baptiste avait mis au point des méthodes particulières de torture, exploitant les peurs spécifiques de chaque enfant. Pour ceux qui avaient peur du noir, de longues périodes enfermés dans des caves sans lumière. Pour ceux effrayés et par les hauteurs, des suspensions périlleuses au-dessus de toits vertigineux. Pour ceux souffrant de claustrophobie, un confinement dans des espaces de plus en plus exigus. Il ne criait jamais, ne montrait jamais aucune colère. Il appliquait ses châtiments avec la même expression neutre qu'il gardait en toutes circonstances, expliquant patiemment que c'était nécessaire pour maintenir l'ordre. L'empire criminel de Jean-Baptiste grandissait dans l'ombre du terror révolutionnaire, tandis que Robespierre et ses acolytes purgaient les ennemis réels et imaginaires de la République. Le garçon de 14 ans mettait en place sa propre machine de mort dans les ruelles de Paris. Ses profits provenaient non seulement des vols, mais aussi d'un système complexe de chantage et d'extorsion. Il avait compris que l'information valait plus que l'or, et ses enfants espionnaient les conversations dans les tavernes, les bordels et les demeures privées, rapportant des secrets susceptibles d'être vendus aux plus offrants ou utilisés pour contraindre à des paiements réguliers. Le réseau de Jean-Baptiste s'étendait dans tout Paris. Il avait des informateurs parmi les domestiques des riches demeures, des contacts aux halles qui le préviennent des chargements précieux, et même des connexions avec certains des exécuteurs de la Révolution. Plusieurs fonctionnaires subalternes du régime révolutionnaire découvrirent qu'il leur était moins coûteux de payer le silence du garçon que de risquer que leur propre petite malversation ou indiscrétion soit révélée. Jean-Baptiste avait compris intuitivement que même les plus fervents révolutionnaires avaient des secrets qu'ils préféraient enterrer. Mais c'est sa cruauté gratuite qui commença à attirer une attention indésirable. Contrairement aux criminels adultes qui tuaient par passion ou gain manifeste, Jean-Baptiste semblait trouver sa satisfaction dans l'application méthodique de la souffrance. Des témoins racontèrent plus tard comment il observait les expressions de ses victimes avec une curiosité scientifique, comme s'il étudiait les stades de l'agonie humaine. Il ne se hâtait jamais lors d'une exécution, préférant prolonger le processus pour extraire le maximum d'informations sur la manière dont différentes personnes réagissaient à l'approche de la mort. Une des victimes les plus marquantes fut Marguerite Leblond, une femme de 40 ans qui avait commis l'erreur de refuser de payer l'impôt de protection que Jean-Baptiste prélevait auprès des commerçants de son quartier. Sa mort fut constatée dans son appartement et 3 jours après son refus, mais la cause officielle indiquait mort naturelle par maladie subite. Les voisins, toutefois, murmuraient avoir entendu des hurlements pendant 2 nuits consécutives, et que Jean-Baptiste avait été vu sortant de l'immeuble le matin où l'on découvrit le corps. Le médecin, ayant examiné Marguerite, nota d'étranges marques à ses poignets et à ses chevilles, comme si elle avait été ligotée, mais il fut persuadé de ne pas inclure ces observations dans son rapport officiel. La méthode préférée de Jean-Baptiste pour les exécutions prolongées combinait privation, torture psychologique et blessures non mortelles appliquées avec une précision chirurgicale.
Il avait volé des instruments médicaux dans un hôpital, abandonné et appris, à force d'expérimentation brutale, exactement où trancher pour infliger une douleur maximale sans causer une mort immédiate. Ses victimes restaient conscientes tout au long du processus, forcées de confronter non seulement leur fin imminente, mais l'horreur terrible de comprendre qu'elles se trouvaient entre les mains d'un enfant qui considérait leur souffrance comme un jeu intellectuel. La personnalité de Jean-Baptiste était un paradoxe troublant. Il pouvait passer instantanément du charme enfantin à la froideur homicide, parfois en pleine conversation. Ceux qui le croisaient par hasard dans les rues ne voyaient qu'un garçon maigre, volubile, peut-être un peu trop sérieux pour son âge, mais fondamentalement inoffensif. Il avait perfectionné l'art de se fondre parmi les autres orphelins, imitant leurs manières et leurs expressions pour paraître un de ces nombreux gamins des rues. Mais ses complices connaissaient la vérité. Derrière ses yeux bleu clair se cachait une intelligence calculatrice qui considérait les gens comme des pièces dans un jeu complexe. Ses crimes devinrent plus sophistiqués à mesure que sa confiance grandissait. Jean-Baptiste commença à orchestrer des mises en scène complètes pour ses exécutions, créant des récits fallacieux qui expliqueraient commodément la disparition ou la mort de ses victimes. Il étudiait les habitudes et relations de chaque cible, identifiant des ennemis naturels sur lesquels rejeter la responsabilité. Dans plusieurs cas, il parvint à faire emprisonner et exécuter des innocents pour les meurtres qu'il avait lui-même commis, éliminant ainsi ses victimes originales et les enquêteurs potentiels de ses méfaits. La chute de Jean-Baptiste débuta par son propre excès d'arrogance. À l'été 1794, alors que le terror atteignait son paroxysme sanglant, il fit l'erreur de viser une cible trop exposée. Marie-Claire Dubois, fille d'un fonctionnaire mineur mais influent du Comité de salut public. Marie-Claire avait, sans le vouloir, été témoin de Jean-Baptiste coordonnant la mise à mort d'un garçon rival, et il décida qu'il fallait la faire taire. Mais Marie-Claire n'était ni une orpheline démunie, ni une commerçante isolée. Lorsqu'elle disparut, son père mobilisa des ressources considérables pour la retrouver. L'enquête qui s'ensuivit fut différente des précédentes. Au lieu d'enquêteurs locaux facilement intimidés ou soudoyés, l'affaire attira l'attention d'agents spécialisés du régime révolutionnaire, des hommes habitués à déterrer complots et trahisons. Ils appliquèrent aux rues de Paris les mêmes méthodes brutales d'interrogatoire qu'ils utilisaient contre les suspects politiques, et commencèrent peu à peu à dresser un tableau des activités de Jean-Baptiste. Plusieurs de ses complices, face à la torture professionnelle, cédèrent et révélèrent des détails sur l'organisation et les méthodes de leur chef. Ce qui choqua les enquêteurs n'était pas seulement l'ampleur des crimes de Jean-Baptiste, mais leur caractère systématique et froid. Ils découvrirent des registres méticuleux que le garçon tenait de ses activités, comprenant des dessins détaillés des blessures qu'il avait infligées et des notes sur les réactions des différentes victimes. Ces documents révélaient une intelligence qui traitait le meurtre et la torture comme des expériences scientifiques, enregistrant variables et résultats avec la même objectivité qu'un médecin documente la progression d'une maladie. Lorsque Jean-Baptiste fut enfin capturé en août 1794, il n'offrit aucune résistance. En réalité, il parut presque soulagé, comme s'il se serait lassé du jeu qu'il menait. Lors des interrogatoires qui suivirent, il avoua ses crimes avec une franchise déconcertante, décrivant des détails graphiques avec la même voix calme qu'il pouvait employer pour parler de la météo. Il ne manifesta aucun remords, ne demanda pas pardon, n'offrit aucune justification pour ses actes. Lorsqu'on l'interrogea sur ses motivations, il se contenta de répondre qu'il faisait ce qui lui semblait logique et nécessaire dans les circonstances. Les interrogateurs, des hommes aguerris par des années de violence révolutionnaire, furent visiblement perturbés par les confessions de Jean-Baptiste. Son récit froid et méthodique des tortures et des meurtres, livrés par la voix aiguë d'un enfant, créait une dissonance cognitive qui les rendait nauséeux. Certains rapportèrent plus tard avoir fait des cauchemars à propos du garçon,
non pas à cause de sa violence, mais à cause de son absence totale d'humanité reconnaissable. C'était comme si l'on interrogeait une machine conçue pour prendre l'apparence d'un enfant, mais incapable de ressentir la moindre émotion humaine. Le procès de Jean-Baptiste fut expéditif, même pour les standards de la terreur. Les preuves contre lui étaient accablantes, et sa propre confession éliminait tout besoin de débat sur sa culpabilité. Ce qui fit débat fut son âge. À peine 15 ans, il se trouvait techniquement en dessous de l'âge traditionnel d'exécution, mais la nature de ses crimes et son absence manifeste de remords convinrent le tribunal qu'il représentait un danger permanent pour la société. La décision de l'exécuter ne fut pas prise par vengeance, mais selon une logique froide qui faisait écho à ses propres méthodes. Jean-Baptiste était un problème à éliminer. Dans les jours précédant son exécution, Jean-Baptiste resta à la prison de la Conciergerie, la même cellule qui avait abrité Marie-Antoinette avant sa dernière marche vers l'échafaud. Il passa son temps à observer les autres prisonniers avec la même curiosité scientifique qu'il appliquait à ses victimes. Les gardiens rapportèrent qu'il posait des questions détaillées sur le processus d'exécution, non par crainte, mais par une réelle curiosité intellectuelle. Il voulait comprendre exactement comment fonctionnait la guillotine, combien de temps il faudrait pour perdre connaissance, s'il serait possible de sentir la lame trancher son cou. Le matin de son exécution, Jean-Baptiste se réveilla avant l'aube et demanda du papier et de l'encre. Il employa ses dernières heures à écrire une lettre extraordinaire qui survécut dans les archives révolutionnaires. Dans cette lettre, il n'accablait pas sa conscience de confession ni ne demandait pardon, mais analysait froidement ses propres actes et motivations. Il écrivit comment il avait découvert qu'il ne possédait pas ce que les autres appelaient la conscience et comment cela s'était avéré un avantage dans un monde violent. Il se demanda s'il existait d'autres enfants comme lui et s'ils découvriraient eux aussi que l'absence de remords était un outil puissant pour survivre. Lorsque l'heure arriva, Jean-Baptiste marcha jusqu'à la guillotine, avec la même contenance qu'il avait gardée tout au long de son procès. La foule amassée pour assister à son exécution demeura étrangement silencieuse, sans les cris sanguinolents habituels accompagnant ces spectacles. Il y avait quelque chose de profondément perturbant à voir un enfant, car malgré ses crimes, Jean-Baptiste paraissait encore jeune et fragile, s'avancer calmement vers la mort. Plusieurs spectateurs racontèrent plus tard s'être sentis comme s'ils participaient à quelque chose de fondamentalement injuste, même sachant que l'exécution était justifiée. Jean-Baptiste monta sur l'échafaud sans assistance, refusant les prières offertes par le chapelain. Il prit ses derniers instants pour observer la foule avec une curiosité clinique, comme s'il mémorisait chaque expression pour un éventuel « avenir ». Lorsque l'exécuteur positionna sa tête sur le billot, Jean-Baptiste ne se défendit pas et ne trembla pas. Ses dernières paroles, audibles seulement par ceux se trouvant à proximité immédiate de l'échafaud, furent une question adressée à l'exécuteur. « Puis-je garder les yeux ouverts pour voir la lame tomber ?» La lame tomba à 11h47 le matin du 15 juillet 1794. La tête de Jean-Baptiste roula dans le panier avec un bruit humide qui semblait résonner dans la place anormalement silencieuse. Mais même dans la mort, il parvint à perturber ceux qui assistèrent à son exécution. Plusieurs personnes dans la foule jurèrent avoir vu ses yeux bouger pendant plusieurs secondes après la décapitation, comme s'il continuait à observer et à juger le monde qui l'entourait. Les médecins démentirent ces affirmations comme impossibles, mais les rumeurs persistèrent, alimentant des cauchemars au sujet du garçon qui était mort aussi froidement et méthodiquement qu'il avait vécu. Dans les registres officiels, Jean-Baptiste Moreau fut simplement inscrit comme mineur exécuté pour crime contre la République. Mais ceux qui enquêtèrent sur ces méfaits gardèrent des souvenirs bien plus troublants. Ils découvrirent que le mal n'était pas toujours évident, qu'il n'était pas toujours accompagné de signes extérieurs de corruption. Parfois, il se déguisait en un garçon maigre au regard bleu clair et à la voix douce, capable de sourire tout en préparant son prochain meurtre.
La véritable leçon de la courte et violente existence de Jean-Baptiste ne portait pas seulement sur la pauvreté ou la désespérance menant au crime, mais sur la façon dont une absence totale d'empathie pouvait engendrer un monstre plus terrifiant que n'importe quel aristocrate corrompu ou tyran politique. Son histoire devint une légende chuchotée dans les rues de Paris, un conte d'avertissement sur les dangers dissimulés non seulement dans les palais des puissants, mais dans les ombres où les enfants abandonnés luttaient pour survivre. Jean-Baptiste avait prouvé que l'innocence et la méchanceté pouvaient coexister sur un même visage juvénile, et que parfois, l'horreur la plus profonde ne venait ni de l'âge ni de l'expérience, mais de l'absence totale de ce qui faisait d'un être quelqu'un de véritablement humain. Il avait volé son premier pain par faim, mais avait continué à voler des vies avec un plaisir froid et calculé, démontrant que certains monstres ne naissaient pas des circonstances, mais venaient au monde déjà formé, attendant seulement l'occasion de révéler leur vraie nature.